Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touch, yeah. Jack Miller nudging him wide as well. On the strong. Contact! Miller and Mir, side to side. They bash into each contact. other. The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight, no questions about it. A stunner from Fabio Quartararo to win, and the battle for second is close, but it goes to Zarco in an amazing race. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de C'est qui en pôle. Aujourd'hui on se retrouve pour le numéro 193 et on va plonger ensemble dans le 10e Grand Prix de la saison, le Grand Prix des Pays-Bas sur le circuit mythique d'Assen. Pour cet épisode, je suis très heureuse de retrouver Thibaut. Comment ça va Thibaut ? Salut Ophélie. Eh ben écoute, ça va très bien. Et avec nous, pour cet épisode, on retrouve François. Comment ça va François ? Chaudement, ça va, mais chaudement. Et vous ? Ça va, je suis toujours pas remise de la fatigue du week-end dernier au Val d'Argenton, donc je compte sur vous pour animer cet épisode. Et avant de passer aux news, justement, François, on va faire un petit point rapide. T'as 1 minute pour nous dire où on est ART et comment ça se passe en ce moment. Eh ben, en ce moment, c'est la fin la fin des 4 premières années, donc on a tous validé nos BTS, on a tous réussi nos études grâce à ce grand projet, donc c'est top. On sort d'une course de 24 heures où on fait 6e, ce qui était assez incroyable. On a été même pendant 8 heures de course 2e, donc il y avait un podium à jouer. Malheureusement, on a serré un cylindre et piston, ça nous a pris 40 minutes pour voir le talent des mécaniciens. Mais non, là c'est que du bonheur et ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir eu une jolie course comme on a eu là. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'était une belle course et ça a fait du bien à toute l'équipe, j'ai l'impression. En tout cas, c'est chouette de pouvoir donner des nouvelles aux personnes qui nous écoutent et qui suivent le projet. On va passer tout de suite aux catégories où on roule pas encore avec ART, mais un jour peut-être, avec les news. D'abord, en MotoGP, avec Alex Espargaro qui lance officiellement sa carrière de cycliste la semaine prochaine au Tour d'Autriche. Thibaut, est-ce que tu veux nous dire ce que tu as noté dans le conducteur à ce sujet ? Oui, j'ai écrit « On s'en fout, mais c'est le seul truc à dire sur son week-end ». Alors ça, j'avoue, je l'ai écrit avant la course. On peut dire, après la course, il a réussi à terminer derrière Chantra. Voilà, c'est son exploit quand même du week-end. On reviendra sur Chantra, mais le pauvre, il se prend taquet sur taquet depuis des semaines. Ça a été le bal ce week-end sur Twitter. En parlant de taquet, on va parler tout de suite d'une catégorie que personne ne regarde à part Pierre, mais ça lui tient à cœur qu'on donne les résultats, donc on va tout de suite passer au Moto-E. Moto-E qui avait lieu ce week-end aux Pays-Bas, et pour faire simple, on gagnait en course 1 Mantovani, suivi de Zaccone et Jordi Torres qui fait son premier podium dans la catégorie, et en course 2, c'est Zaccone et Mantovani, ils ont inversé les places, et on retrouve quelqu'un que vous connaissez très bien, un ancien pilote du GMT 94 avec Lorenzo Baldassari. J'avais même oublié qu'il était présent dans la catégorie. Ouais, comme quoi il fait quelque chose quand même. Parce que là, début de saison, il était pas vraiment devant, et là, finalement, il fait un podium. C'est compliqué quand même de passer du Super Sport, Superbike au Moto-E. Enfin, c'est... Ouais, ça s'appelle pas ça un glow-up, quoi. Au classement, il est 4e, là, je vois, juste derrière Torres. Donc Torres, quand même, était en Moto 2 il y a 15 ans. Donc là aussi, ouais, on a quand même des anciens qui n'ont plus de guidon et donc qui viennent faire quand même 8 tours sur les motos électriques. Ouais, parce que le classement général, ça donne du coup Mantovani avec 74 points, Zaccone avec 61, Torres avec 54 et Baldassari avec 47. Les garçons, on va passer aux catégories qu'on regarde et qui nous intéressent avec le Moto 3. Du côté des news, en Moto 3, il y a eu pas mal de mouvements, principalement à cause de blessures, avec Moodley qui est forfait après sa grosse chute au Mugello. Il s'est blessé à plusieurs endroits, notamment un bras. Il est remplacé par l'Autrichien Jakob Rosenthaler, si ça se dit comme ça, qui va effectuer son 2e remplacement dans cette équipe cette saison, et c'est sa 3e équipe de l'année. Et en face, toujours à cause de blessures, il y avait Marco Uriarte qui était après son départ remplacé par Vicente Perez, qui lui aussi s'est blessé au Mugello et qui du coup va être remplacé par un autre Italien, Leonardo Abruzzo, un truc comme ça, qui dispute son premier GP, et lui il roule en junior GP.
Et puis bah c'est un peu le bordel du côté du mercato en Moto 3 puisqu'on va avoir Marco Uriarte qui du coup va être dans l'équipe Level Up MTA en remplacement de Vicente Perez qui remplaçait Marto Bertele. Ça fait des nœuds à la tête. Je sais pas vous les garçons, mais bon, ça commence à être compliqué de suivre ce qui se passe en Moto 3. On comprend pas grand chose. Et ce qu'on sait, c'est que Abruzzo, qui est dans l'équipe MLAV Racing, je sais pas encore une fois si ça se prononce comme ça, c'est pas grave. Il est aussi pilote en MTA en Junior GP. Bref, c'est un peu je te prête mon pilote, tu prends le mien et puis tu me le rendras à la prochaine course. Donc ça, c'est un peu le bordel. Je sais même pas si ça vaut la peine de vous demander ce que vous pensez de tous ces mouvements parce que je suis même pas sûre que vous connaissiez les pilotes avant de voir leur nom au classement ce week-end. Non, mais moi, alors là, l'italien là qui est arrivé à Bruzzo, je connaissais pas. Et en fait, ouais, je vois, donc il arrive dans l'équipe MLAV Racing, donc qui est une équipe anglaise. Et donc j'ai cherché un peu où il était. Donc pilote en Junior GP dans l'équipe MTA, qui eux n'ont pas de pilote parce que Bertellier est blessé, et donc ils prennent quelqu'un d'autre. Donc en fait, la logique aurait voulu que le pilote de Junior GP de MTA aille dans l'équipe Moto 3 championnat du monde, mais non. Enfin, il doit y avoir derrière des sponsors ou je sais pas trop comment ça fonctionne, mais voilà. Donc bon, écoute, c'est pas bien important hein, parce que après c'est pas des pilotes vraiment qui brillent, mais c'était juste pour dire que c'est quand même assez complexe. Ouais, il y a très certainement des histoires d'argent aussi là-dedans. Ah bah, c'est certain. Et ce week-end, du coup, pour finir avec les mouvements, on avait le retour d'Adrian Fernandez. Enfin, le petit frère est de retour. Et on a pu enchaîner avec les qualifications, puisqu'en Q1, c'est 4 gros noms qui vont passer en Q2 avec Kiles, Yamanaka, Furusato et Carpe. Clairement, les noms qu'on voit en tête de course ces dernières semaines. Et en Q2, c'est Rueda qui va passer devant Carpe et Almanza. Furusato, Yamanaka et Kiles seront en deuxième ligne. Donc les 4 pilotes qui sont passés par la Q1 sont dans les 2 premières lignes. Et la course, aussi mouvementée qu'une course de Moto 3 comme on a l'habitude, va donner en résultat Rueda en tête. J'aurais pu ne pas vous le dire que vous l'auriez encore deviné. Suivi de Munoz, Perrone, Carpe, Piqueras, Almanza, Ogden, Foggia, Kelso et Uriarte. Et au classement général, du coup, c'est Rueda qui commence à creuser l'écart devant Carpe. Lui, il a 187 points et Carpe 118. Et c'est Piqueras qui les suit avec 117 points. François, qu'est-ce que tu as pensé de cette course ? Comme d'habitude, hein, le Moto 3, c'est toujours très spectaculaire, toujours assez incroyable. Et mais là particulièrement, enfin franchement, il y a eu un gros groupe de bataille une bonne partie de la course, jusqu'au moment où il y a eu quand même des grosses chutes. Mais franchement, cette course et ce circuit, pour les Moto 3, c'est toujours incroyable. Ouais, je suis d'accord. C'est un peu Assen en Moto 3, c'est souvent la même chose. On a une dizaine, 15 pilotes qui peuvent gagner. On se demande quand même comment ils font quand ils sont 4, 5 pour passer un virage. À chaque fois, on se dit mais ça passera pas, ça passera pas. Et bon, de temps en temps, on a une chute. Là, on en a une à la fin. Mais souvent, quand même, les pilotes sont quand même doués sur leur roue, hein, arrivent à rester sur leur roue et c'est quand même beau à regarder. Ouais, chute en fin de course qui a été assez impressionnante, qui concerne Lunetta, Fernandez et Furusato. Et on a vu Lunetta se faire rouler dessus par une des 2 motos. Au final, on a été très inquiets parce qu'on n'avait pas trop de nouvelles jusqu'à qu'on nous dise que les pilotes étaient conscients. Il a une fracture du tibia péroné. Mais ça rappelle quand même des mauvais souvenirs pour les pilotes de voir ce type d'image sur ce circuit. Ouais, bon, on a déjà eu en plus la semaine dernière au Mugello, là, on disait tout à l'heure Moudley, donc qui est blessé, il s'est déjà fait percuter par Riccardo Rossi. Alors même si les motos sont plus petites, on sait que ça peut être dangereux. On l'avait vu il y a 4 ans avec Jason Dupasquier. Donc c'est vrai qu'on était assez inquiet comme qu'on a vu Lunetta se faire rouler dessus. Surtout qu'après on n'avait pas de nouvelles, on n'a pas du tout, enfin on n'a rien vu de plus. Donc tant mieux, on va dire tibia péroné, c'est un moindre mal pour Lunetta.
En face, quand on parle pas de chute, on parle de victoire encore une fois de maître avec Rueda qui s'est très bien placé dans les 5 derniers tours mais qui était à un moment donné descendu à la 10e place et qui a trouvé le bon moment pour venir se placer en tête et prendre la pole et prendre la victoire. Enfin prendre la tête de la course, pardon. Est-ce que vous êtes toujours aussi impressionné par ces courses ? Est-ce qu'on s'attend du coup maintenant à toujours voir Rueda revenir ? Et surtout, est-ce que vous pensez qu'on peut maintenant comparer la saison de Rueda avec celle d'Alonso l'année dernière, François ? Ouais, moi je trouve que ça s'en rapproche un petit peu, enfin sur certains points, en tout cas sur l'intelligence de course. Il est jamais trop là où il y a des coups fourrés. Et je trouve qu'en termes de gestion de course et positionnement, il a confiance en ce qu'il fait. Et il a l'air d'être carré sur la façon dont il aborde les courses. Et il s'excite pas, il fait pas d'erreur. Enfin, c'est vraiment très intelligent de sa part, je trouve en tout cas. Ouais, bah, hier, enfin, pour cette course-là à Assen, on peut se dire, Rueda, il a eu de la chance, parce que bon, il y a le drapeau rouge à la fin, et il s'est retrouvé premier, donc juste quand il y a eu le drapeau rouge. Mais est-ce que c'est de la chance, ou est-ce que c'est le talent? Parce que, en fait, il est toujours chanceux. On a l'impression qu'il gagne tout le temps. Il arrive toujours à bien se passer sur la fin. Donc, au bout d'un moment, c'est pas la chance. Tu peux avoir la chance une fois, mais c'est tout simplement le talent. Maintenant, est-ce qu'on peut comparer avec Alonso? Je sais pas trop. Parce que Alonso, on sentait qu'il était vraiment au-dessus, que Rueda, comme tu le dis François, c'est plus la gestion de la course. Il ne va pas, enfin, au milieu de course, il peut se retrouver dans le paquet, il va pas dominer, il est pas toujours à mener la course. Par contre, sur les derniers tours, il remonte et voilà, il arrive à bien se placer, il ne fait pas d'erreur et donc bah, il gagne à nouveau une Ouais, course. c'est un pilote qui est en mode no panique, quoi. Vraiment, il s'excite pas. Il y a une vraie gestion des émotions et des faits de course pour pouvoir arriver là où il est, hein. C'est impressionnant. Maintenant, c'est aussi peut-être le pilote le plus expérimenté de la catégorie aujourd'hui, donc qui a déjà eu l'habitude de jouer, on va dire, des podiums, voire des victoires la saison dernière. C'est sa T'as Picaras troisième. aussi qui commence à être un peu Oui, voilà. expérimenté. Oui, on a les deux là, mais c'est vrai qu'on a quand même pas mal de rookies ou des pilotes qui n'ont pas eu l'habitude de jouer devant. Et Rueda, aujourd'hui, c'est vrai qu'il est le meilleur. Il est beaucoup comparé, il y a plusieurs personnes qui le comparent à Acosta dans la gestion de course, en disant effectivement que Alonso, lui, il était très net dans ses victoires et que ça posait pas question. Alors que, pareil pour Acosta à l'époque, Rueda, il trouve le bon moment, la bonne porte ouverte pour aller s'engouffrer et passer, et surtout, il va pas aller s'engouffrer trop rapidement. Dans une tête de course où il sait qu'en Moto 3 c'est très compliqué de la garder et qu'il peut se faire manger à n'importe quel moment. De toute façon, je pense qu'on peut reprendre les dernières courses. Tous les pilotes, la plupart du temps, qui sont partis en tête n'ont jamais fini la course en tête. Ouais, après, c'est l'habitude quand même. Enfin, on a l'habitude en Moto 3 comme ça. Mais c'est vrai que cette année, enfin, notamment là, les deux dernières courses, que ce soit Mugello ou Assen, on a 15 pilotes. On a un groupe de tête de 15 pilotes. Et donc, bah, c'est sûr que celui qui se retrouve 10e à 5 tours de la fin, il peut quand même gagner, hein, suivant. En plus, là, on a eu quand même un peu des accrochages, enfin un peu des erreurs avec notamment Kiles qui a fait quand même un peu n'importe quoi à certains moments. Donc ça a cassé un petit peu le groupe. Et c'est vrai que bah, on se retrouve avec un Rueda qui lui se retrouve devant et finit par gagner. On a quand même un niveau assez homogène, hein, sur cette année. Je trouve que quand tu vois des groupes de 10-15 pilotes qui se détachent et qu'on les voit arriver dans les virages à 4-5 de front, il y a vraiment, enfin, on a l'habitude avec le Moto 3, mais là, je trouve que cette année particulièrement, on retrouve un niveau vraiment homogène avec pas un pilote qui Et, peut et c'est s'échapper ça ou que qui est ça se bat intéressant. vraiment, C'est quoi. ça qui est super intéressant cette saison. Parce que là, on a par exemple Almanza qui peut réussir à faire des podiums. L'année dernière, il terminait même pas dans le top 15. Donc c'est vrai que c'est cool de voir un peu plein de pilotes différents. À chaque week-end, on peut avoir des nouveaux pilotes sur les podiums. Alors c'est sûr, quand on est fan d'un pilote ou d'une équipe, c'est stressant. Mais quand on est spectateur neutre, ce sont des belles courses à regarder. Ouais. Oui, puis tu parlais de Kiles. Kiles qui a encore une fois, bon, il a chuté, mais encore une fois qui a laissé espoir, entre guillemets, d'une victoire pour lui avec pas mal de dépassements durant sa course.
Ouais, il est quand même très très costaud, je trouve, hein. Au bout de 5-6 courses, il a encore mené la moitié de la course. Après, il a fait quelques erreurs, mais il a fait des dépassements. Il doublait à des moments 4 ou 5 pilotes d'un coup. Il s'est retrouvé 10e, d'un coup, le virage d'après, les 5e. Et alors, après, voilà, les derniers tours, enfin, il surpilotait, il était au-dessus de ses pompes, hein, et il a fini par chuter. Mais c'est vrai que quand même, enfin, ça montre quand même qu'il a qu'il a un très très bon niveau pour un pilote qui débute. Alors que David Munoz n'a pas chuté. Et on peut parler d'un autre, un ancien acolyte de Rueda. De toute façon, quand vous parlez de plateau homogène, il y a aussi le fait que beaucoup de certains des pilotes présents en piste roulaient en Red Bull Rookies Cup et sont habitués à rouler ensemble. Je pense que ça joue beaucoup. Et ce week-end, on a eu du coup l'occasion de voir le premier podium pour Valentine Perronnet, qui termine régulièrement dans le top 10 depuis le début de saison, mais qui a fini pour la première fois dans un top 3. Et à noter, petite anecdote, que Valentine Perronnet, qui est barcelonais et argentin en même temps, revendique la nationalité argentine et du coup a donné lieu à la première victoire argentine, enfin pas première victoire mais premier podium pour l'Argentine à Assen depuis 2005 avec un certain Sébastien Porto en 250. Je pense que c'est à noter ce podium et qu'il va pouvoir potentiellement en faire d'autres dans la saison vu ce qu'il nous montre depuis le début de l'année, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il fait vraiment un très bon, enfin une très bonne saison de rookie. Alors, lui, contrairement à Rueda, on le voyait souvent bien placé au milieu de la course, et souvent c'était dans les derniers tours. Il se retrouvait un peu derrière, et donc il marquait, on va dire, peu de points par rapport à ce qu'il montrait pendant la course. Et là, bon, bah après c'est l'expérience qui rentre, hein. C'est son 10e Grand Prix en Moto 3 en championnat du monde. Premier podium, donc c'est bien, ça pourrait aussi être un déclic pour lui. Maintenant, il voit qu'il peut faire des podiums, qu'il peut être souvent devant, et ça peut être un nouveau protagoniste pour les podiums sur les prochaines courses. Ouais, je pense qu'il a une vraie montée en puissance et ça va être un pilote à suivre là, sur les prochains Grands Prix parce que c'est clair que l'expérience qu'il est en train d'emmagasiner, une fois qu'il va bien comprendre toutes les ficelles, je pense il y a moyen que ce soit un fauteur de trouble pour les prochains podiums en effet. Et puis en plus, c'est un pilote, il pilote donc pour Tech 3, donc c'est bien aussi pour l'équipe française. Ouais. On va passer au Moto 2, les garçons, avec quelques infos sur la catégorie. La première, c'est que Mario Agi était encore forfait et il est remplacé par un Thaïlandais dont je ne vais pas prononcer le nom. Au risque de l'écorcher. Oh, ouais. Je vous avoue que je l'ai lu sur le conducteur, j'ai regardé le conducteur 2 fois, je me suis dit, je vais pas essayer. Hein, j'ai pas de courage pour ça, désolé. Pour ceux qui veulent, vous regarderez sur internet. Et à côté de ça, on a Baltus qui s'est pris un double long lap. Donc ça, c'est pour les petites infos du week-end. Mais l'info importante, c'est une info mercato. On en parle depuis quelques semaines. C'est pas la première fois qu'on en parle chez Seki en Pôle, mais là, ça se concrétise de plus en plus. Diego Moreira serait en contact avancé avec un team italien en MotoGP. Alors, on parle potentiellement de Yamaha Pramac. François, qu'est-ce que tu penses d'une potentielle arrivée de Moreira en MotoGP? Bah, écoute, ça peut être très intéressant. Un Brésilien en plus, donc moi je pense que ça peut être cool. Après, à voir quel niveau il va avoir, mais il a l'air de faire des courses intelligentes en Moto 2. Moi, je pense que ça peut être un profil intéressant. Ouais, je suis d'accord avec toi. Enfin, ouais, tu m'aurais posé la question au début de saison. Je t'aurais dit pourquoi pas, mais bon, il a pas encore fait énormément, même si en fin de saison dernière il était bien. Mais là, cette saison, en fait, il est toujours devant. Il fait des pôles, là il gagne, des podiums, enfin, et puis comme dit François, c'est un Brésilien. On sait qu'on va avoir un Grand Prix au Brésil l'an prochain. Pourrait faire une nationalité de plus. Enfin, il est jeune, il a 21 ans. Aujourd'hui, en fait, il a tout pour passer en MotoGP. Contrairement, par exemple, à un Canet qui a déjà 26 ans et donc qui galère un peu plus, enfin, qui est là depuis plusieurs saisons, qui a eu du mal à gagner rapidement. Moreira, sa deuxième saison, il commence vraiment, enfin, il peut jouer le championnat, le titre.
ça serait pas du tout surprenant de le retrouver en MotoGP. Et aujourd'hui, tu es patron d'équipe MotoGP, tu cherches un pilote pour aller en MotoGP qui est en Moto2. Pour moi, t'as Manuel Gonzalez, Diogo Moreira, et puis allez peut-être un Senna Agius qui aussi est jeune et qui a fait deux trois beaux petits trucs. Et puis bon, après un David Alonso aussi qu'on attend depuis l'an dernier. Mais voilà, tu as à peu près 4 pilotes aujourd'hui qui pour moi pourraient aller en MotoGP assez rapidement. Ouais, je te rejoins là-dessus. Après, Morera, moi j'avais tendance à dire dans les précédents épisodes qu'il allait monter juste pour le passeport parce qu'on va avoir un Grand Prix au Brésil. Je pense qu'ici il continue ce qu'il est en train de faire. Je vais devoir faire mon mea culpa pour Diogo Moreira. Et tant mieux pour lui. En parlant de Mercato d'ailleurs, c'est Joe Roberts qui a re-signé une deuxième année, une nouvelle année en Moto2. Et tu parlais de Canet, Thibaut. Canet a déclaré ce week-end qu'il était en réflexion pour savoir s'il continuait en Moto2 ou s'il allait aller en World Superbike, potentiellement sur la BMW de Toprak. François, est-ce que tu aimerais avoir Canet comme collègue chez BMW ? Franchement, je sais pas trop. Je pense que ça peut être intéressant pour lui parce que il l'a dit lui-même et avec beaucoup de lucidité que les portes du MotoGP, elles ont l'air assez fermées pour lui. Et il est vrai que si j'avais le choix entre un Ron Canet ou Diogo Moreira, je prendrais Moreira du fait qu'il est plus jeune et que tu peux le garder plus longtemps pour mieux comprendre une moto et aller plus loin avec lui. Moi, je pense que ça peut être une bonne chose pour lui, hein. Je pense qu'il y a plus de chances qu'il gagne des choses là-bas et voir un titre plutôt que en Moto2 ou alors faire une année en MotoGP si jamais il y avait une place qui se libérait et ça s'arrête là, quoi. Mais moi, je pense que c'est une bonne idée pour lui. Ah mais moi je suis Canet, je pars en courant en Superbike parce que même si le championnat il est un peu sous-évalué et il risque encore d'être pire l'an prochain avec le départ de Toprak, mais là tu peux te retrouver pilote officiel BMW donc sur une moto qui peut gagner. C'est quand même autre chose que le Moto2. Ouais, c'est comme on le dit, il ira pas en MotoGP, il a 26 ans, il est espagnol. Ils auront d'autres. Tu es Liberty Media qui donc a racheté le championnat. Tu as une équipe, tu ne vas pas vouloir pousser pour prendre Aaron Canet. Tu auras de quoi prendre d'autres pilotes. Et là, BMW, une moto officielle en Superbike, ça risque de ne pas passer souvent pour lui, hein. Donc là, faut vite foncer. Par contre, tu es BM. Est-ce que tu prends Canet? Là, ouais, je sais pas trop. Maintenant, bon, on a vu que dans les pilotes qui sont arrivés en Superbike, comme Boulega, rapidement, il s'est retrouvé devant, alors qu'en Moto2, il faisait pas grand-chose. Bah, tu vois, c'est ce que je disais, j'en discutais en off avec Kevin de la boîte à clapet, et je lui disais, moi j'ai quand même peur que si Canet fait le step Moto 2 Superbike, il se fasse bouffer, et Kevin m'a fait remarquer un truc qui est très vrai, c'est le cas Mazia qu'on peut voir en Superbike. Super Sport. Superbike ou Super Supersport. Super Sport. Super sport. Et Supersport qui est arrivé cette année et qui en 600 se débrouille très bien. Donc potentiellement, pourquoi pas Canet faire la même chose en World Superbike. Je l'espère pour lui. Après, à mon sens, un passage en 600 aurait pas été une mauvaise chose. Comme Boulega a pu le faire quand il est arrivé, c'était pas incroyable, mais une fois qu'il avait compris la moto, c'était beaucoup mieux. Et surtout, rouler sur un prototype VS rouler sur des motos stock qui sont modifiés, c'est pas du tout la même chose. Donc on verra ce que ça donne. Et puis potentiellement, il retrouvera Miller sur le plateau, quoi. Ouais, après un Sam Lowe de Moto2 à Superbike, ça l'a fait. Enfin, ça fait pas des grands résultats, mais parce que Il finit par terre. ça tombe. Ouais, voilà, c'est vite par terre. Mais quand c'est sur ses roues, ça reste quand même dans le top 10, quoi. Oui, parce que comme tu dis, un Love, il jouait comme le top 5 en Moto 2, donc comme Canet, et il s'est vite adapté au Superbike. Après, Ouais. c'est vrai qu'on a des pilotes, la plupart du temps, font Moto 2 Super Sport, mais comme là tu viens de dire, un Massia qui quand même ne marquait pas un seul point l'an dernier. On a un Manzi aujourd'hui qui domine le championnat en Moto 2, il a jamais rien fait. Donc c'est plutôt des pilotes qui n'ont... Boulega, c'était un peu pareil. Des pilotes qui ne faisaient pas grand-chose en Moto 2, qui sont passés en Super Sport, qui ont commencé à gagner et qui ensuite sont passés en Superbike. Mais un pilote comme Canet qui aujourd'hui joue les victoires en Moto 2, je pense qu'il peut aller en Superbike et rapidement jouer devant.
Ah, mais c'est possible. Après, on verra ce que ça donne. Mais je pense que tout ça, faut qu'on en garde un peu pour le débrief du World Superbike quand on va faire un petit débrief de mi-saison, parce que sinon, on va tout raconter dans cet épisode et il va durer 2 heures. Et on va se faire taper sur les doigts. Donc, on va passer tout de suite aux qualifications Moto 2, les garçons, avec en Q1 Olgado, Baltus, Van der Goorberg et Honshu, mais pas de David Alonso en Q2. Et en Q2, on a Morera pour sa 3e pole consécutive, devant un surprenant Ivan Ortella et Manuel Gonzalez. Et en course, après avoir vu mener pendant longtemps la course, Canet va se faire passer par Morera. C'est donc Morera qui gagne à la fin devant Canet, Gonzalez, suivi de Dixon, Roberts, Ramirez, Arenas, Lopez, Agius et Olgado. Et si vous vous demandez où est David Alonso, il est tombé. Malheureusement pour lui, ça commence à faire beaucoup cette saison. Et je voulais vous parler d'Arbolino, mais bon, il est lui aussi en fond de classement et on n'en parle plus vraiment cette saison. Il termine 13e. Et au classement général, ça donne Gonzalez avec 159 points, Canet avec 154 et Morera avec 128. Thibaut, cette première victoire de Diogo Morera, on a parlé de lui en MotoGP. Est-ce que tu penses qu'il a fait une belle course? Il a été intelligent? Est-ce que tu penses qu'il concrétise un peu ce qu'on attend de lui pour potentiellement monter en MotoGP? Oui, tout à fait. Là, Morera, quand même, cette saison, il a terminé 8 courses, les 8 fois dans le top 5. C'est son 3e podium de la saison. Non, là, en fait, il lui manquait plus que la victoire. Et là, il fait la course un peu, alors je sais, on va pas dire parfaite, mais il attend derrière Canet. Canet décide un peu de laisser passer à 2 tours de l'arrivée, on sait pas trop pourquoi. Et puis derrière, Morera ferme les portes et remporte la victoire, on va pas dire facilement, mais sans trop de difficultés, parce que à aucun moment Canet a pu tenter de le doubler. Donc non, c'est une victoire logique, j'ai envie de dire, par rapport à ce qu'on voit depuis le début de saison. Oui, je te rejoins sur le sujet. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter. Mais par contre, on parlait de Canet, justement. Canet, encore une fois, battu dans le dernier tour. François, est-ce que tu penses qu'il est destiné à finir à cette place? Je sais pas. Après, faut pas non plus dramatiser là-dessus. Aaron Canet, c'est quand même un qui joue souvent des top positions. Donc c'est dommage. Et c'est triste pour lui, mais ça reste quand même une belle 2e position et il avait je pense dans tous les cas, avec une très belle course, et il avait je pense dans tous les cas derrière lui quelqu'un de plus fort sur cette course-là et qui a été très intelligent sur le fait de laisser Canet faire le travail sur le rythme, etc. Et au moment où il a eu l'opportunité, il y a été et ça a fonctionné, mais et Canet marque quand même les points de la 2e place et je pense qu'il y a beaucoup de pilotes qui aimeraient être à sa place. Ouais, pour dire quand même Canet que c'est un excellent pilote, c'est son 33e podium en 96 courses en Moto 2. Donc une course sur 3, il est sur le podium. Bon, il a que 5 victoires, les 5 depuis la saison dernière, mais ce qui veut quand même bien dire que Canet, oui, comme tu dis le François, il est tout le temps à jouer les top positions. Ouais, et puis c'est au final le pilote que tu attends à voir devant, vu son expérience qu'il a dans la catégorie et son passif, tu le verrais pas. Ailleurs, c'est justement s'il était plus bas que ça serait inquiétant. Mais encore une fois, pour l'instant, il concrétise pas. Il n'arrive pas à se hisser à la place de quelqu'un qui va aller décrocher le titre pour l'instant si Gonzalez continue sur sa lancée malgré ce week-end un peu compliqué. Enfin, je dis week-end un peu compliqué, il a quand même fini 3e. Et pour finir, les garçons, Roberts, on en parlait justement, il a re-signé pour une nouvelle saison dans le top 5 ce week-end. Ça fait 4 Grands Prix qu'on le revoit dans le top 10. Thibaut, ton avis sur le cas américain? Et je te parle pas de la politique. Hein. C'était la catastrophe en début de saison. Et là, en fait, il revient un peu mieux depuis 3-4 courses. Tant mieux pour lui. Maintenant, oui, pour moi, c'est un peu comme Canet. Ça sera toujours le pilote Moto 2. Et lui aussi, pourquoi il ne va pas non plus en Superbike? Il pourrait peut-être avoir une bonne moto en Superbike. Plutôt que faire 10e. À mon sens, il attend l'arrivée de Liberty Media pour essayer d'entrevoir une chance, comme on en parlait l'année dernière, de monter en MotoGP par son passeport, justement. Après, aujourd'hui, on n'a pas de pilote américain. Donc pourquoi pas? Et à part lui, en fait, c'est le seul pilote américain
aujourd'hui qui est en Moto 2. Dans les catégories, les plus petites catégories, on n'en a pas. Enfin, donc c'est vrai que c'est un peu le seul pilote américain qui peut espérer être en Moto 2. Et donc si Liberty Media veut un pilote américain, ce sera Roberts. Oui, après faut qu'il accepte le guidon. Hein. Oui, c'est ça aussi. Mais d'ailleurs, tu vois, ça me fait me poser la question, en termes de souvenirs, entre guillemets, de moto, si on a eu un pilote américain en MotoGP depuis Hayden. J'ai un trou de mémoire là, tu vois. Ah bah non. Bah après on avait Hopkins et Hayden, mais depuis on a personne. Donc depuis Hayden a terminé, on va dire en 2012, c'était à l'époque un peu CRT Open, là où il était chez, non, ça doit être en 2013 qu'il était chez Aspar, 2013-2014. Mais sinon non, après on n'a plus d'Américains depuis 10 ans. Oui, c'est ça. On a eu une période Roberts, Schwantz, René, tout ce que tu veux, Spencer. Et depuis, c'est un peu, effectivement, c'est un peu le point mort pour les Américains. On verra en tout cas ce que ça donne pour lui. Et pour finir, sur cette course, c'était assez étonnant. Il y a eu beaucoup de chutes sur la course Moto 2. C'était assez surprenant à voir. Les garçons, je vois le temps qui tourne pour notre enregistrement. Ça fait déjà un moment qu'on parle, donc on va passer tout de suite au MotoGP parce qu'il y en a des choses à dire ce week-end. J'espère que vous avez de la salive. On va déjà passer aux news avec Alex Espargaro, comme tu l'as dit, Thibaut, qui va remplacer Marini ce week-end, qui est toujours blessé après ses tests à Suzuka et qui visiblement n'est pas prêt de revenir, malheureusement pour lui. On a aussi Bastianini qui s'est pris 3 places de pénalité sur la grille après avoir gêné Rins lors des essais. Mais le gros sujet du week-end dans la partie news, c'est Jorge Martin qui est à nouveau forfait pour le Sachsenring, qui est déclaré unfit pour l'Allemagne et qui visiblement ne sera pas de retour avant Brno. Et encore, et on a Massimo Rivola et le manager de Martin qui se parlent par médias interposés avec le manager qui dit si, on est bien libre pour 2026, on est même potentiellement en contact avec Honda. Alberto Puig qui dit en face chez Honda, nous si Martin vient, on n'est pas contre l'idée de l'avoir. Et en face on a Massimo Rivola qui dit qu'il y a un contrat, qu'il n'est pas du tout libre, qu'ils sont en tentative entre guillemets de garder Martin puisque c'est leur objectif pour l'année prochaine et que ça se réglera soit avec une discussion soit avec le tribunal. Donc bonne ambiance dans le paddock. François, qu'est-ce que t'en penses? Ah bah ça c'est toujours le grand bazar. Hein. Mais et je trouve ça pas très classe de la part de Martin en fait moi. C'est des places qui sont très très chères. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir ces guidons-là et tout. Et alors certes, il a prouvé avec Ducati, mais bah, là, le fait qu'il soit constamment blessé, etc., c'est dommage d'en arriver à parler par médias interposés, par déclaration en conférence de presse, etc. Je trouve que ça tourne un petit peu au ridicule. Ouais, en fait, là, j'ai l'impression que Martin, il perd un peu la guéguerre, on va dire, Aprilia Martin, face à la presse. Aujourd'hui, Martin, en tant que fan, on n'a pas une mauvaise image de lui, mais ça va se retourner contre lui, j'ai l'impression. Alors que des fois, c'est plutôt les équipes qui virent les pilotes, et là, on dit trop rien. Mais c'est vrai que là, ouais, je trouve que c'est la façon de faire de la part de Martin et de son agence, ouais, c'est pas très bien, on va dire. Même si ils ont un contrat qui pourrait être cassé. Aujourd'hui, Martin n'a quasiment pas roulé avec l'Aprilia. On a une moto quand même qui est bonne. Tu peux te dire pourquoi il essaye pas de rester, surtout pour aller où chez Honda. Est-ce qu'aujourd'hui la Honda, ou même l'année prochaine, la Honda sera meilleure que l'Aprilia? Ça, c'est pas certain. Donc oui, c'est pour Martin, là, je sais pas si c'est une bonne idée ce qu'ils sont en train de faire avec son agent. Ouais, moi ça me laisse perplexe hein, de quitter Aprilia quand je vois les quelques résultats qu'ils commencent à faire pour aller vers une Honda qui est en cours de développement et ça reste quand même une moto assez complexe. Euh, Mis à part si est capable de faire des étincelles en termes de développement, jusqu'ici on ne le sait pas. Je comprends pas trop le choix de se tourner vers Honda. Enfin, finis ton contrat en silence, fais Aprilia, essaye au moins, puisque là pour le moment on n'a même pas un essai pour savoir s'il y a quelque chose.
et puis part avec classe, quoi, parce que là, c'est pas terrible. Oui, et puis au pire, tu veux signer avec Honda, on sait que 2027, on va voir tous les changements. Tu signes en février 2026 pour 2027, tu fais ta saison avec Aprilia, mais au moins c'est clair d'entrée. Que là, on sait pas trop, même s'il continue avec Aprilia l'an prochain, quelle ambiance il va y avoir dans l'équipe. Là, t'es Aprilia, tu dis le mec, il a tout fait pour partir, et finalement, il reste avec nous un peu par défaut. Donc c'est pour ça, ouais, je trouve ça un peu, ouais, c'est. La signature du contrat, déjà, elle ressemblait un peu à une signature par Oui, dépit. déjà. Mais sur la communication de Martin, moi ce qui m'étonne un peu, c'est qu'il dit pas grand chose au final. C'est pas lui qui parle beaucoup. Lui, il fait des grands posts Instagram en disant mon combat est personnel, je reviendrai bientôt pour éclairer et dire toute la vérité. Ok Jésus. Mais en face, on a surtout en fait son manager qui parle beaucoup. Qui a vraiment une grande bouche, et Rivola qui parle entre eux alors qu'ils pourraient juste s'expliquer, s'enfermer dans un bureau et se dire les choses, et du coup ça donne une très mauvaise image de Martin, et moi je trouve que ça le conforte justement, comme tu disais François, dans ce truc de signature par dépit en fin de saison dernière où son pote lui a dit ok t'as pas de guidon, attends je te mets à ma place parce que de toute façon moi je pars, et ça fait un peu enfant pourri gâté à qui on donne tout et qui est jamais content, donc je trouve ça vraiment nul de sa part. Après on verra ce que ça donne dans les semaines à venir. Je pense que d'ici l'Allemagne, il y aura encore pas mal de mouvements chez Aprilia. En attendant, Aprilia qui a passé un très bon week-end de course, et on va passer tout de suite au qualif parce que Martin, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler en long et en large jusqu'à la fin de la saison si potentiellement un jour il se décide à revenir en course. Et donc du côté des qualifs, on a Raoul Fernandez et Aldeguer qui passent en Q2, Pat Joan Mir qui lui va échouer à 4 millièmes, et Chantra qui est toujours dernier pour ceux qui se demandent. Le pauvre, ça va devenir un running gag, c'est le nouveau Nakagami, Chantra. Et en Q2, c'est la pole pour Fabio, encore une fois, devant Pecco Bagnaia et Alex Marquez. Marc Marquez va seulement, Thibaut, t'as été dur quand tu l'as écrit dans le conducteur, quatrième, et c'est la quatrième pole pour Quartararo. On a eu seulement 2 pilotes en pole cette saison en 10 GP, donc c'est important de le noter. Et puis il s'est passé pas mal de choses en course. D'abord en sprint le samedi avec Quartararo qui va s'élancer en tête après un très bon départ devant Marc Marquez. Derrière on va voir Pecco qui prend un départ un peu moins bien réussi et qui se fait vite dépasser par les frères espagnols. Marquez va prendre rapidement la tête de la course sur le français Quartararo qui lui va en plus de ça se faire dépasser par Alex Marquez. Bref, au final vous avez compris, c'est toujours les frères Marquez qui sont devant. Et derrière une course qui n'est pas sans me ravir puisque Bezzecchi lui a pris un très bon départ et va remonter 1 à 1 Pecco et Fabio pour se placer sur le podium. Le reste de la course, il va pas se passer grand chose puisque le top 3 ne va pas bouger. On observe quand même Digia qui va prendre l'avantage après 2 tentatives sur Pecco, et puis Fabio lui va essayer de prendre l'avantage sur Digia, chacun son tour, mais va finir par chuter, et on va apprendre par la suite que Fabio est parti avec des pneus usés. On en reparlera après, mais c'est une info un peu étonnante pour une équipe de MotoGP. Et puis pour finir, au final, c'est encore les frères Marquez qui gagnent puisque Marc Marquez se place en tête devant Alex Marquez et Marco Bezzecchi. De quoi les mettre en confiance pour le dimanche, et le dimanche auquel on passe tout de suite. Le dimanche, c'est Pecco qui va prendre le hold shot devant Alex Marquez. Marc va se placer 3e. On va retrouver Fabio qui va après avoir pris la pole, se place tristement à la 4e place, et on dit Marquez peut-être un peu en difficulté ce dimanche, pas du tout, il va vite ne pas perdre de temps et repasser son frère pour se placer derrière Pecco. Côté italien, toujours une course qui, moi, me plaît beaucoup, puisqu'on a Bezzecchi qui va se débarrasser des pilotes devant lui alors qu'il était 5e et va se placer dans le peloton de tête pour le podium. Et derrière, on va voir Acosta qui, lui, va prendre en chasse Alex Marquez pendant que le grand frère passe Bagnaia. Alex Marquez perd à l'avant et va chuter. Il va bien se blesser, d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure. Et puis, les chutes s'enchaînent, puisqu'on va avoir Aldeguer qui est victime d'un gros high side. Mir ne va pas pouvoir l'éviter et il va se retrouver lui aussi au sol, ce qui provoque également le fait que Quartararo se retrouve dans l'herbe à cause de ces petits incidents et va dégringoler au classement.
Devant, ça va se bagarrer pour la 3e place entre Bezzecchi et Acosta, qui passent tous les deux Bagnaia. Et sous la pression du groupe, Pecco va quand même réussir à passer Acosta et va coller Bezzecchi pour tenter de prendre la 2e place. Lui qui est déjà bien occupé à ne pas lâcher Marc Marquez d'une semelle. Et puis toujours du côté de la VR46, Morbidelli et Digia vont se tirer la bourre et Morbi va même écoper d'un long lap pour être passé dans la partie bleue pendant leur petite bagarre. Et puis cette course, j'aurais aimé vous dire que c'était Bezzecchi qui avait réussi à passer Marquez, mais non, c'est encore une fois l'Espagnol qui prend l'avantage et qui se place sur la plus haute marche du podium devant Marco Bezzecchi, Bagnaia, et pour compléter le top 10, on retrouve Acosta, Viñales, Digia, Morbidelli, Fernandez, Bastianini et Quartararo. Et au classement général, ça donne donc Marc Marquez qui prend de l'air face à ses concurrents avec 307 points, devant Alex Marquez 239 points et Pecco Bagnaia 181. Et pour les Français, quand même, pour en dire un petit mot, Fabio termine 10e le dimanche et Zarco à la 12e place. Les garçons, commençons par le vif du sujet, parlons pilote inarrêtable, pilote qui fait 6 fois le doublé sprint et course cette année. Marquez qui est toujours et encore inarrêtable alors que le mec manquait même d'adhérence le samedi sur la piste. François, dis-moi s'il te plaît que tu n'es pas en train de devenir un fan de Marquez, mais dis-moi ce que tu en as pensé de ce week-end. Ah, il me fatigue. J'ai un énorme respect pour le niveau qu'affiche Marc Marquez depuis tant d'années et le pilote qu'il est techniquement parlant. Enfin, franchement, y a rien à dire, quoi. C'est propre, c'est sans fioriture, enfin, franchement, c'est vraiment beau, hein. On peut que tirer mon chapeau. Mais ça me laisse quand même ce goût amer de me dire c'est toujours la même rengaine, quoi. Cette saison, j'avoue que c'est un peu moins passionnant que les 3 dernières saisons, si je puis dire. Mais il est tout simplement meilleur que les autres. Et sur ce week-end, est-ce que c'était le plus rapide ou le meilleur en piste, je ne sais pas. Mais il réussit à prendre la tête. Il réussit à fermer, on va dire, les portes et que personne n'arrive vraiment à le doubler. Il y a des secteurs où il était moins bien que ce soit Alex Marquez ou Bezzecchi, mais malgré tout, il est devant et puis c'est tout simplement le meilleur pilote du plateau et de loin. Donc aujourd'hui, il remporte quand même les courses. Pour ça, tout à l'heure, je disais seulement 4e en qualif, mais cette saison, voir Marquez en 2e ligne, c'est en quelque sorte une contre-performance. Quand on voit, il a gagné 9 sprints sur 10. Il a gagné 6 courses longues. Il a chuté 2 fois à Jerez et à Austin, 2 circuits où il aurait très bien pu gagner. Ça n'aurait pas été une surprise. Donc là, en fait, on aurait pu avoir 8 victoires de Marquez en 10 courses. Et les deux autres victoires, c'était Zarco et Bezzecchi en France et à Silverstone dans des conditions un peu particulières en France. Donc il non, le dit, Marquez là, de est toute plus façon. fort. Il le dit, là, Marquez, que là, il s'en sort très bien sur des circuits qu'il pensait ne pas être un circuit pour lui et qu'il n'aime pas particulièrement, et il fait des erreurs sur des circuits qu'il apprécie beaucoup. Que c'est son petit défaut cette année. Moi, je vais pas vous cacher, j'ai hâte qu'il prenne sa retraite. Parce qu'aussi fort soit-il, je m'ennuie. Je retrouve cette époque où il était à son prime chez Honda et où t'allumais ta télé et tu savais qu'à la fin il gagnait. Tu vois, le week-end, pas le week-end dernier, il y a 15 jours, on était, comme on disait en début d'épisode, on était au Val d'Argenton avec ART pour une course. On n'a pas vu les courses. Moi, je me suis dit, mais en fait, c'est pas grave si je vois pas les courses parce que je sais que c'est encore Marquez qui va gagner, tu vois. Et c'est presque un peu frustrant parce que ça enlève un truc que t'aimes bien dans la course. Après, tant mieux pour lui, tant mieux pour ses fans. Le mec, il revient d'une blessure pendant des mois et ça a été très compliqué. Et il est au niveau qu'il mérite. Mais vas-y, prends ton 10e titre, barre aussi et prends ta retraite et laisse-nous avoir une nouvelle génération et un nouveau souffle. T'es le dernier, t'es l'un des derniers de la grille à être là depuis des années. On a compris, quoi. Laisse la place à ton frère. Ouais, mais après, on a souvent dit quand même pendant 4 ans, que ce soit Mir champion, Fabio, Pecco ou Martin l'an dernier, oui, mais Marquez n'est pas là ou n'a pas la bonne moto. Face à Marquez, il se prendrait une branlée, tout ça. Et là, on le voit cette année, et puis, oui.
Mais ça sera Oui, le c'est... cas, tu vois, ça sera le cas Ouais, longtemps après son départ. Ça a été la même chose après l'apogée de Rossi. Il y a eu beaucoup de oui, mais Rossi, il est plus à son prime. Quand Stoner est parti, combien on dit oui, mais il se passe ça parce que Stoner, il est plus là. Encore maintenant, on est beaucoup à le penser et à le dire, de dire oui, mais si Stoner avait été face à ces mecs-là, il les aurait écrasés. C'est toujours ça, en fait, quand t'as un mec qui a été à son prime, qui a eu une importance aussi énorme dans le paddock, forcément, il laisse une trace et on peut pas se dire que ça serait comme ça s'ils étaient là. Et je dis pas le contraire, Marquez c'est un extraterrestre, et je l'ai toujours dit, bah, même si... ouais, je suis d'accord, mais le truc, c'est que là, on voit Marquez, cette fois sous la Ducati, et là, il met une pilule à tout le monde. Que là, ces dernières années, tout le monde se disait, oui, mais si Marquez avait la moto, il serait devant, mais on le savait pas vraiment, parce qu'on se disait, bah, peut-être que Martin ou Bagnaia ont quand même des niveaux exceptionnels, et que Marquez pourrait galérer face à eux. Et là, cette saison, on le voit, bon, bah, Martin n'est pas là, mais on le voit face à Bagnaia, ouais, y a pas photo. Oui, oui, c'est certain. On va passer au frère Marquez, puisque je pense qu'à part dire que Marquez a encore gagné et qu'il est très fort, on a un peu fait le tour on en parlera dans 15 jours, on dira exactement la même chose. Alex Marquez, qui déjà s'est fracturé la main après son attaque sur Acosta, donc il potentiellement va être absent pour les prochaines courses. On espère pas trop longtemps pour lui pour qu'il puisse gratter des points au championnat. Mais il y a eu un débat ce week-end, un débat qui a rameuté les foules, qui a fait parler pendant plusieurs jours, et on va essayer d'être succinct et rapide sur vos avis, les garçons, là-dessus. Alex qui donne l'impression, et je suis de cet avis, de ne pas attaquer son frère comme il pourrait le faire et comme il le ferait sur d'autres pilotes. François, qu'est-ce que tu en penses ? Alors Marc Marquez a parlé à ce propos, et je pense que il a en partie raison sur le fait que la piste d'Assen sur ces parties extrêmement rapides, doublées à certains endroits, serait complètement inconscient. Et je pense qu'à certains endroits c'était le cas. Marc défendait très bien, même si son frère était plus rapide. C'est impossible de prendre un risque. Enfin, ils sont tellement à la limite partout en termes de track limite, que je pense qu'il y a des endroits où c'était pas possible. Cependant, Mir a aussi parlé en conférence de presse en disant que à certains moments, Alex aurait les occasions. Alors, je sais pas où est-ce qu'il était classé Mir pour voir ça, mais il avait l'air de dire que il y avait quand même certaines opportunités que Alex aurait pu saisir et n'a pas réellement saisi. Donc, je pense qu'il y a un vrai débat. Faudrait voir sur un autre circuit qui a des courbes un peu similaires et des rythmes un peu similaires, mais avec des opportunités de dépassement avec une piste plus large qui serait plus adéquate pour tenter des choses. Mais c'est vrai que ça pose question. Moi, personnellement, si j'étais face à mon frère, bien évidemment que je pourrais avoir tendance à faire un poil plus attention, mais je sais pas. Franchement, à ces vitesses-là, c'est tellement difficile de prendre une décision sur une fraction de seconde. Il y a tellement de risques à prendre, tellement de paramètres à prendre en compte que moi, je pense qu'ils jouent le jeu les deux, pour moi. Moi, je suis d'accord avec toi. Alex, on l'a vu, il a fait une attaque du week-end sur Acosta. Bon, bah, ça s'est mal terminé. Oui, mais tu vois, la manière dont il attaque Acosta, il n'est pas aussi ouais, virulent sur son frère. Et tu vois, quand vous parlez de la conférence de presse où Marquez dit que c'est irrespectueux de parler de complot et entre eux de se défendre, déjà c'est son frère. Donc évidemment qu'il va défendre son frère, et que si les médias disent quelque chose de mal sur son frère, il dira toujours l'inverse, c'est sûr. C'est évident. Enfin, personne de sensé et avec une relation aussi fusionnelle que celle qu'ils peuvent avoir ne ferait le contraire. Mais à mon sens, il y a des endroits, tu dis oui, peut-être que là, il aurait pas pu passer, mais là, tu peux te poser la question. Et je pense honnêtement qu'il ne l'a pas fait parce que c'est son frère. Il a même pas été se dire, il s'est sûrement dit, c'est trop dangereux. Parce que en entraînement, ils ont l'habitude de se foutre au tas et de se foutre des gamelles. Après, Marquez était au-dessus du lot, c'est évident. Mais pour moi, c'est de la même manière que Pecco ne va pas attaquer pareil des mecs de la VR46. C'est tes copains, c'est ton frère, ton cousin, ta mère, ta meuf, ce que tu veux. Bah, tu vas pas attaquer de la même façon. Et du coup, ça peut porter question sur ton comportement en piste, tu vois.
Ouais, après, peut-être aussi, alors comme tu dis, parce que bon, comme c'est son frère ou comme tu parles de Bezzecchi, Pecco, tout ça, tu fais un peu plus attention. Mais c'est aussi, est-ce que là, il n'attaque pas parce que c'est son frère ou parce que c'est le meilleur pilote au monde et qu'il sait très bien que Marc ne laissera rien passer, que s'il arrive à doubler Marc, le virage d'après ou 3 virages après, Marc va tenter de le redoubler. Et voilà, pour moi, Alex, en fait, pendant la course sprint, je me suis dit, il attend les 2 derniers tours pour faire ses attaques parce qu'il sait très bien que s'il attaque à 8 ou 9 tours de la fin, il gagnera pas, Marc pourra le repasser et va jouer un peu avec lui. Et pour moi, en fait, je pensais vraiment plus que Alex allait attendre la fin pour tenter quelque chose, sauf que est-ce qu'il pouvait encore sur la fin attaquer, je sais pas, mais c'est plutôt, je le vois plutôt comme ça, que Alex sait très bien que Marc est meilleur que lui et au-dessus de lui, que s'il tente de doubler Marc, enfin s'il arrive à le doubler, Marc va refaire quelque chose, derrière ils peuvent encore perdre du temps, et pour Alex, il faut quand même reconnaître que pour lui, c'est quand même assez phénoménal de se retrouver deuxième à toutes les courses. C'est pas non plus comme si tous les deux, ils avaient 5 ou 6 secondes d'avance sur le troisième. À chaque fois, là, Alex, il avait quoi? Il avait une demi-seconde d'avance sur Bezzecchi qui était troisième pendant la course sprint. Tu peux pas vraiment faire une erreur parce que tu peux perdre 3, enfin, ouais, tu peux perdre une seconde et demie, tu peux te retrouver cinquième. Et en fait, Alex, pour moi, se contente de la deuxième place parce qu'il sait que il peut pas faire mieux. J'allais dire, pour moi, Marc, il est tellement au-dessus. Enfin, on l'a vu à un moment donné, son rythme, il est tranquille, il voit qu'il y a quelqu'un qui revient, il arrive à recréer ce gap-là. Donc peut-être que aussi un Alex Marquez, quand il est derrière, il se dit, Ça sert mais à rien. à quel moment c'est le plus opportun d'attaquer pour pouvoir garder et conserver cette première place. Et je pense que quand il reste 20 tours, 10 tours, c'est pas la peine de l'attaquer puisque il est tellement en gestion et il est tellement fort devant que quoi qu'il arrive, eh ben il se refera doubler. Donc ça fait perdre du temps à tout le monde. Donc il y a aussi cette vision de course qu'il faut avoir et essayer de voir placer les attaques au moment opportun, quoi. Ouais, il pense peut-être plus à sa course, gérer les pneus, gérer le retour de ceux derrière et garder sa deuxième place plutôt que de se dire je vais tenter de passer et de gagner parce qu'il sait que ça va plus lui faire perdre du temps et que l'autre derrière pourra le repasser quand il voudra. Ouais. Après, c'est Pierre qui s'est amusé à faire des petites stats, puisque ça a beaucoup parlé aussi de la comparaison entre la course de Bezzecchi et la course d'Alex Marquez, où il disait que Marco Bezzecchi avait passé 13 tours entre 0,1 seconde et 0,3 secondes derrière Marc, et que Alex avait passé 12 tours dans les mêmes intervalles. À mon sens, c'est une comparaison qui est pas... C'est une comparaison à prendre et en même temps, il y a des choses à laisser parce que tu passes une sprint où les mecs sont le couteau sous la gorge pendant 12 tours à fond à une course où la course du dimanche, tu dois quand même faire ta gestion de pneus et réfléchir. Et en plus de ça, Bezzecchi a déclaré qu'il n'avait pas d'opportunité de dépasser Marquez d'ailleurs. Mais je pense que dans tous les cas, la question se pose quand même. Même si on saura jamais la vérité puisque Alex Marquez va pas déclarer ouvertement oui j'ai pas voulu dépasser mon frère parce que sinon je vais être puni de goûter, mais que sur les prochaines courses et les prochains grands prix on verra ce que ça donne et ce qu'il est possible pour Alex Marquez de faire et si vraiment il est capable d'aller défendre son frère ou s'il est là cette année pour le protéger de la même manière qu'à une époque Marquez a pu le faire avec Lorenzo, tu vois. Même si c'était pas son frère. Est-ce que Alex a besoin, est-ce que Marc a besoin d'Alex pour remporter les victoires et le titre? Je pense pas, mais en même temps, c'est son frère, il est derrière, tu vois. S'il y a ton frère derrière et qu'il peut fermer les portes aux autres, il va pas s'en priver, c'est évident. Non, mais pour que ce soit plus simple, il faudrait que les autres soient meilleurs qu'Alex. Oui, mais après, Alex, il a un moto qui se pilote tout seul, tu t'en rappelles? Ah bah oui, on voit ça pour les autres. En parlant de moto qui se pilote tout seul, ce week-end on a la VR46 qui était très bien placée aussi, DJ qui avait fait un mauvais départ mais qui était bien remonté, et Morbidelli qui s'en sort pas trop mal. Je pense qu'on va pas trop s'attarder sur Ducati parce qu'il y a encore pas mal de choses à dire et on est bavard aujourd'hui. On va passer à Honda. Alex Espargaro qui était là pour remplacer Marini et qui n'a pas fait grand chose, qui a fini 16e comme tu l'as dit derrière Chantra, Thibaut, et on a Mir qui s'est mis par terre mais pour une fois c'est pas sa faute, par contre il est vraiment malchanceux ce pilote, c'est vraiment
Il fait tous les graviers de tous les pays. T'en as qui font le tour du monde, lui il fait le tour des bacs à gravier. Par contre, c'est un GP à oublier pour Zarco clairement et pour Honda en général, puisque Zarco va passer en Q2, mais sinon il était un peu en galère. François, on a vu Zarco être très bon au Mans, être très bon dans la course d'après, et là c'est un peu la descente kata pour lui. Est-ce que tu penses que c'est le circuit qui n'est pas adapté à la moto et au pilotage de Zarco peut-être? Je pense que le circuit à Assen, c'est assez complexe. Il y a vraiment des affinités particulières entre la machine et son pilote et le circuit. Donc Assen, je pense pas que ce soit un circuit très représentatif si on regarde la performance de Honda. Par contre, ce qui est représentatif, c'est quand même de passer en Q2. Et là, ça fait quand même plusieurs fois. Enfin, il y a quand même une vraie évolution et c'est quand même très très encourageant. Ouais, je suis d'accord avec toi. Maintenant, faut pas oublier. Alors, ok, il a eu la victoire en France dans des conditions très particulières. La course de Silverstone avec le podium qui est complètement inespéré en début de week-end. Euh, on a eu deux super résultats en deux courses. Est-ce que sa vraie place, c'est pas plutôt 8e, 9e, 10e? Et là, bon, Ah si, je pense que ouais, c'est mais voilà, ça. c'est ça. Et en fait, on a pu croire avec ces deux très belles performances en France et en Angleterre, se dire, ouais, Zarco, il peut jouer le top 5 du championnat. Est-ce qu'il pourrait terminer dans le top 3 du championnat? Non, mais faut doser un moment. En fait, c'est l'année dernière, ils étaient très loin Honda. Ils n'allaient pas se retrouver troisième à toutes les courses. Et aujourd'hui, en fait, il est tout simplement, pour moi, Honda, c'est une top 8 entre la 7e et 10e place quand ça se passe bien. Et vraiment, quand c'est très bien par rapport avec les conditions de course ou s'il y a des chutes devant, tu peux jouer un top 5. Mais sinon, non, tu peux pas, faut pas non plus trop en attendre de la part d'Honda. Je disais, faut pas oublier de voir d'où ils partent, parce que la moto était quand même pas du tout performante il y a peu, donc. Mais c'est vrai que la culture de l'instant, des fois, nous donne envie de rêver un peu plus haut quand on voit que ça fait des podiums, voire même une victoire avec Zarco. Ça nous donne envie de rêver un petit peu plus haut, mais la réalité nous remet vite les pieds sur terre. Et oui, la Honda, je pense, les top classements, c'est huitième quoi pour le moment. Ouais, je vous rejoins là-dessus. Je vais pas vous paraphraser, les garçons. On va passer à KTM rapidement. KTM, c'est la bonne surprise de ce Grand Prix avec Acosta qui joue le podium, Vignales 5e, Bastianini 9e et Binder 11e. On verra ce que ça donne au Sachsenring quand on sera là-bas, puisque on peut peut-être en attendre quelque chose, ou à défaut, peut-être que ça sera la culture de l'instant, comme tu viens de le dire, François. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter sur KTM rapidement, peut-être Thibaut. Non, ouais, Binder, Bastianini ont quand même toujours du mal, même si là c'est 9e, 11e, c'est surtout parce qu'il y a eu des chutes, des abandons. Par contre, Acosta, Vignales, aujourd'hui, ce sont des pilotes, ouais, pour le top 5, qui peuvent à chaque course faire top 5. Vignales, on l'a quand même vu plusieurs fois. Là, cette fois, c'est Acosta qui aurait pu faire podium. Donc, malgré tout, c'est assez positif avec tous les problèmes de KTM cette saison. C'est quand même pas trop mal. Ouais. Et Vignales, moi je suis agréablement surpris parce que je pensais pas que ça allait performer et puis on a l'impression qu'il prend même du plaisir dans ses interviews, etc. Il est toujours souriant et tout et j'ai la sensation que l'équipe Tech 3 lui va bien et la KTM a l'air de bien lui aller, donc à voir ce que ça donne sur le long terme. Ouais, on verra sur les prochaines courses aussi. Peut-être qu'il y avait un temps d'adaptation, puis on sait que les moyens de KTM sont pas à la hauteur de leurs besoins non plus cette année. Tu parlais de top 5, Thibaut. En parlant de top 5, s'il y en a un qu'on aurait attendu à ce niveau-là ce week-end, c'est Quartararo, mais qui au final a fait un week-end encore une fois à oublier, puisqu'il finit pas la course en sprint, et le dimanche il termine à la 10e place avec comme information qu'il est parti avec des pneus usés en sprint, avec des pneus qui avaient 7 tours, puisqu'il y a eu une mauvaise gestion des pneus entre les qualifs, les séances d'essai, et qu'il lui restait plus qu'un train de pneus soft, il me semble, si je dis pas de bêtises, pour le dimanche, et du coup il est parti avec des pneus usés. Alors c'est quand même assez fou de se dire qu'on a un pilote de MotoGP qui part avec des pneus usés en sprint, mais ça lui aura valu du coup une gestion de course très compliquée et même une chute. François, est-ce que tu penses que c'est une erreur de Fabio et de son ingé pneu
qui s'occupe des pneus, ça, ou c'est un peu un amateurisme de Yamaha en général sur ce week-end? Là, ça fait quand même preuve d'amateurisme, hein. Enfin, je vois pas d'autres mots à cela. Des pneus usés pour une course sprint, pour moi, c'est un peu aberrant. Je comprends pas trop le move, je comprends pas trop comment c'est possible. C'est très très surprenant quand même. Ouais, moi, pour les défendre un peu, j'ai envie de dire, ils ont fait un pari en se disant qu'ils allaient partir en medium. Et finalement, il fallait partir avec les softs. Parce que Rins a eu le même problème. Et en fait, on n'a que 2 pilotes sur tout le plateau qui sont partis avec des pneus, enfin, qui n'avaient pas assez de pneus soft. C'était les 2 pilotes Yamaha officiels. Donc je pense qu'ils ont fait un choix. Alors, est-ce que Fabio et Rins étaient dans la confidence et ont accepté? Ça, je sais pas trop. Mais bon, Yamaha a fait un choix et c'est un gros raté. Mais c'est vrai que, enfin, ça fait quand même un peu amateur, quoi. Quand tu dis, ah ben en fait, on n'avait pas de pneus neufs pour le départ de la course. Derrière l'interview de Quartararo avec sur Canal avec Jules Derand, Randy Depugné, là quand même, enfin, il semble désabusé complet. Il rigole un peu à la fin quand Jules Derand lui dit est-ce que demain vous allez partir avec des pneus neufs? Ouais, c'est un peu, ça fait mal, quoi. Ça fait mal parce que là tu passes vraiment pour une équipe d'amateurs. Randy Depugné qui ne leur a pas lâché la veste Ah mais pendant oui, 20 minutes, il était franchement... désabusé, c'était même marrant parce que d'habitude il est quand même plutôt calme et là en fait ouais, lui aussi se demande comment c'est possible à ce niveau de faire ça. Ah mais moi j'aurais pas envie de me retrouver dans le même box de Depugné en course d'endurance s'il y a une erreur comme ça dans le box, je te le dis. Hein. Et même j'ai trouvé que Quartararo était même plutôt cool par rapport à ce qu'on a pu voir certaines fois. C'est pour ça que je pense que là, les pilotes étaient aussi au courant. Ils ont fait le choix aussi. Ils avaient fait ce pari-là dès le vendredi. Dans les décisions des pneus, dans la discussion avec la personne qui gère les pneus, les pilotes ont leur mot à dire théoriquement. Donc je pense qu'ils savaient ce qu'ils faisaient. Je pense que dès le vendredi, voilà, ils avaient mis un pneu soft supplémentaire pour être sûr de passer en Q2. Et ouais, voilà, bon, c'est un gros raté. C'est un gros raté, surtout qu'en plus Fabio chute et il partait en pôle parce que Fabio serait parti 9ème et il terminait 14ème. Personne n'en aurait parlé. C'est juste que là, il partait premier. Donc tu passes un peu pour des cons. Mais bon, après, voilà, c'est comme ça, mais c'est un peu comme Honda. J'ai l'impression que Yamaha, alors autant Yamaha et Fabio, ils peuvent faire sur un tour, enfin sur des tours tout seuls, ils peuvent faire des pole positions, c'est comme sa 4ème de la saison, ce qui est assez exceptionnel. Maintenant, en course, comme le dit Fabio, je me souviens pas de la dernière fois que j'ai doublé un pilote. Et c'est vrai, en fait, il n'arrive pas à doubler de pilote. Dès qu'il se fait doubler ou dès qu'il a un groupe derrière lui, on sait très bien qu'il va galérer. Et sur un circuit là comme Assen, on savait qu'un Bezzecchi, qu'un Acosta, enfin qu'un Vignales pouvait être devant lui. Les Ducati, toutes les Ducati peuvent finir devant lui, ça serait pas surprenant, que ce soit les deux Marquez, Bagnaia et les deux VR46. Et en fait, tu te retrouves vite 8ème, quoi, même si tu pars premier. Et même s'il avait terminé 8ème, parce que là, quand il est sorti en course lors de la chute d'Aldeguer, bon, il perd du temps, il perd des places, mais il aurait terminé 8ème. Mais aujourd'hui, c'est peut-être aussi sa place. Il peut pas faire mieux. Ouais, c'est possible. On va terminer les garçons sur Aprilia. Aprilia qui d'abord a vu Ogura être malchanceux quand même avec une chute en début de week-end avec sa moto qui a pris feu. Et puis une chute dans le week-end pendant les courses alors qu'il faisait pas des choses trop mauvaises. C'est compliqué pour lui malheureusement cette année. En parlant d'Ogura, je me rends compte qu'on n'a pas parlé de Chantra, mais est-ce que c'est grave? Non. Donc ça c'est plus pour la partie un peu décevante du week-end d'Aprilia. Par contre, ce qui moi m'a mis en joie ce week-end, c'est le week-end de Bezzecchi qui a fait un week-end parfait. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu en aussi beau niveau puisqu'il a fait un très beau podium le samedi. Il s'est très bien défendu, il a fait une très belle course le dimanche et je dis pas ça parce que c'est lui. Pour le coup, faut juste être un peu objectif. Ça donne l'impression qu'Aprilia, que lui en tout cas a trouvé comment fonctionne l'Aprilia, a réussi à s'adapter à la moto pour son style de pilotage et puis surtout il se retrouve dans une configuration où Aprilia ils ont que lui à penser. Martin n'est pas là, ils ont besoin de montrer à Martin que Aprilia c'est un projet qui gagne Bezzecchi se retrouve dans un box où il n'y a que lui tout seul avec Savadori qui est là pour donner des datas pour que la moto fonctionne, donc le mec bosse pour lui donc tout va
bien sous le soleil pour l'Italien, quoi. Ouais, non, mais pour moi, c'est même pas une surprise de le voir si bien. Je le voyais jouer le podium. Bezzecchi, comme depuis plusieurs courses, il est là parce que bon, il gagne en Angleterre. En Italie, il termine 5e. Là, il termine 2e. Donc, en fait, il fait quand même une bonne saison. Alors, il a eu un peu un coup de moins bien là au début de saison, même s'il avait été déjà très bien lors de la première course en Thaïlande. Mais après, c'est vrai on était un peu déçus de la part de Bezzecchi, mais là, aujourd'hui, Bezzecchi, c'est top 6. Voilà, 6e place, 5e place, Bezzecchi, c'est pas surprenant. Et bon, bah là, il fait encore mieux parce qu'il termine 2e. Mais oui, pour moi, Bezzecchi, l'Aprilia, c'est quand même de bons résultats cette saison. Et puis il est pas très loin de la 5e place, hein. Il est. Ah bah au classement, il est à 18 points de Morbidelli qui est 4e. Donc il peut terminer 4e du championnat. Pour moi, ça serait pas du tout une surprise, hein. Et puis là, c'est le bon moment. Martin n'est pas là, il est dans l'ombre de personne. Il a même moyen d'endosser le rôle de pilote numéro 1, même au retour de Martin, il y aura pas de problème avec ça, hein. Au vu des vagues que Martin y fait, lui, il est en train de s'installer tranquillement dans une équipe officielle, commencer à performer dans une équipe officielle. Si ça s'installe dans la durée, c'est win pour lui, quoi. Je pense que Rivola a eu le nez fin quand il est allé le chercher pour le coup. Il a vu ce qu'il avait su faire à son prime, même si l'année dernière ça avait été compliqué, et que là il est en train de montrer ce qu'il nous a déjà montré, qu'il est capable et qu'il il a un style de pilotage qui peut l'amener peut-être un jour à avoir un titre, comme il a pu le montrer il y a 2 ans. Ah oui, non, mais c'est un très bon pilote, hein. Bon, puis moi je pars du principe que vu que je suis une rageuse des Marquez et que moins il gagne, mieux je me porte, c'est comme si les Marquez n'étaient pas devant et que Bezzecchi avait gagné tout le week-end, tu vois. Ouais. C'est juste des petits calculs, après, tu vois, qui t'arrangent, mais... Tous les pilotes VR46, pour moi, ils ont vraiment quelque chose, hein. Il n'y a pas de... C'est du gros talent qu'il y a chez la VR46 partout, et Bezzecchi en fait partie, et c'est peut-être même un des plus talentueux après Bagnaia. Ah oui, je pense. De toute façon, on l'a vu il y a 2 ans. La saison dernière, bon, il a eu du mal quand même avec sa Ducati GP23, mais non, Bezzecchi, c'est quand même un très bon pilote. Est-ce qu'il est aussi bon que Marc Marquez? Non. Est-ce qu'il est aussi bon que Bagnaia, Martin? Peut-être un peu en dessous. Allez, peut-être un Quartararo aussi qui serait meilleur en talent pur. Mais sinon, pour moi, ouais, derrière ces pilotes-là, il est meilleur que les autres, hein. Il est meilleur que Di Giannantonio, que Morbidelli, qu'Alex Marquez. Puis le talent pur, ça fait pas tout, hein. Martin, il a beaucoup de talent pur, mais le mec, il fait de la merde, il a un caractère de con et ça lui fait tout le détour. Donc en soi, le talent pur, ça fonctionne quand tu mets le travail qui va avec derrière. Non, mais c'est sûr. En plus, comme tu dis, Martin, en plus, lui, il se blesse. Bezzecchi, c'est pas un pilote qui shoot souvent. Donc non, après, ouais, comme on dit, Bezzecchi, voilà, c'est un très très bon pilote. Et champion du monde si on enlève Marquez, si on enlève Bagnaia, si on enlève Martin, si on enlève Quartararo. Donc peut-être s'il va en Superbike, pourquoi pas, hein. Champion du monde dans mon cœur, c'est déjà pas mal. Bon, les garçons, je pense qu'on a fait le tour parce que ça fait déjà un petit moment qu'on parle et on va se faire taper sur les doigts par les copains. On se retrouve dans 15 jours déjà, du 11 au 13 juillet pour... On l'imagine, un nouveau triomphe de Marc Marquez. Je vous jure qu'à force, on va faire des épisodes de 2 minutes en disant bon, bah c'est Marquez qui a gagné, bisous. En Allemagne, du coup, sur le tracé du Sachsenring. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming, Apple Podcast, Deezer, Spotify, également sur YouTube, mais aussi vous pouvez venir discuter avec nous sur Twitter et sur Discord. Et d'ici là, les garçons, je vous dis à très vite. Salut! Ciao.